Bonsoir à tous et à toutes. Pardon pour les conditions du déroulement de ce conseil qui sont dictées par les situations sanitaires que vous connaissez. L'espace est très très vaste. J'essaierai de ne rater aucune intention de prise de parole. Sachez qu'il n'y a aucune intention de ma part, mais on n'a pas le choix. Je pense qu'il reste préférable de pouvoir tenir quand même les séances du conseil municipal de façon physique. Alors, on y réfléchira en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Il n'y a pas que la situation sanitaire qui alourdit l'atmosphère des travaux, et vous le savez bien, puisque nous traversons aussi non seulement une crise sanitaire, mais une crise économique et c'est vrai aussi une nouvelle vague d'attentats terroristes sur laquelle je ne vous ferai pas observer ce soir une minute de silence, ce serait un tout petit peu réchauffé par rapport aux événements eux-mêmes, mais je voudrais juste essayer d'y prendre un petit peu de recul et vous proposer que nous soutenions collectivement, pas vous proposer une motion non plus, mais que nous ayons bien à l'esprit qu'il faut soutenir toutes celles et ceux qui, par les temps qui courent, soutiennent les trois piliers de notre nation, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ça a été extrêmement pudiquement rappelé par une enseignante ce midi au moment de la minute de silence pour Samuel Paty au collège Georges Scheffer, parce que évidemment parmi les premiers porteurs, parmi les premiers émissaires de cette liberté, de cette égalité et de cette fraternité figure le corps enseignant. Mais pas seulement le corps enseignant. Derrière eux, une armée importante, l'armée des serviteurs du service public, auquel je veux penser aussi. On attaque un enseignant, mais demain, on attaquera peut-être un autre porteur de ce même service public. L'armée des militants, quels qu'ils soient, petits, gros, importants, si vous préférez. Et puis, tout simplement aussi, parce que pour ma part, je continue d'y croire, l'immense majorité des gens, et je peux vous dire que cette minute de silence ce matin était particulièrement réconfortante pour voir des collégiens extrêmement impliqués, particulièrement sérieux, dont la diversité a été là aussi rappelée par cette enseignante, disant « Vous venez de partout, vous avez toutes sortes de croyances, vous avez toutes sortes d'histoires, mais vous êtes la constitution d'une seule et même nation. » Donc, les temps sont durs. Quelque part, là aussi, mais vous savez que je suis un indécrottable optimiste. Il y en a certains qui disent naïf, ou qui ajoutent BA pour être plus correct. Mais je veux croire aussi que les périodes de crise comme celle que nous traversons, en tant que crise sanitaire, nous aident aussi à nous souder, à nous serrer les coudes. Je vois que les mouvements de solidarité qui s'étaient manifestés au moment du premier confinement persistent, perdurent, et que les gens, c'est différent puisque on a plus de gens qui continuent de travailler, donc on a moins de possibilités de soutenir l'autre, mais je vois quand même que c'est en train de se faire aussi. Pardon. Donc les temps sont extrêmement durs, mais ils sont aussi porteurs encore une fois, de nouvelles solidarités. Il faut les inventer, les réinventer, et je veux croire que nous allons malgré tout sortir de cette crise et qu'on en saura en sortir renforcé. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.
Si je reprends le cours de notre conseil, quelques-uns de nos collègues ont donné procuration. Gérard Pals a donné procuration à Blandine Souvet. Cyril Perrault a donné procuration à Charles-Antoine Boivin. Marie-Hélène Chipot a donné procuration à Christine Fléchon-Paglia. Et Valérie Bozertlex est excusée jusqu'à son arrivée aux alentours de 18h30. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre collègue Stéphanie Texera, pour qui on a une petite pensée. Les coiffeurs sont fermés. Vous savez ce que vous allez faire. Vous allez laisser pousser vos cheveux et puis vous allez vous précipiter à leur réouverture avec le sourire. Voilà ce qu'il faut faire. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant. Voilà. Y a-t-il des questions sur les décisions du maire, que ce soit les décisions d'intention d'aliéner, déclaration d'intention d'aliéner, DIA, ou les autres décisions? Pas de questions, merci. La première délibération est au rapport de nos collègues Stéphane Klopp et Pascal Jacquemin. C'est le rapport d'activité de la métropole du Grand Nancy, ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, et le rapport annuel sur le prix et la qualité de la service public de prévention et de gestion des déchets de la métropole. J'y arrive. Qui commence? C'est Pascal. Pascal. Monsieur le maire, vous m'entendez là? Oui. Comme vous le savez, les uns et les autres, c'est une pratique, je dirais, récurrente du Code général des collectivités territoriales, CGCT, article 224 et 2.1 à 5. Ça peut paraître fastidieux, mais elle est nécessaire et ça me paraît important pour nos concitoyens. Ce sont les rapports d'activité. Alors, c'est vrai que ce soir, pour ma part, je suis chargé d'histoire d'eau. Je ne rentrerai pas dans les remous déclenchés par l'offensive surprise d'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui essaye de racheter son concurrent historique Suez, pour contrer une hypothétique émergence d'un champion chinois. Pour le moment, on ne sait pas trop où on en est, mais Suez a l'air de plutôt se défendre fortement. Alors, n'en doutons pas, en tout cas, là, moi, c'est une de mes convictions, je le dis depuis de nombreuses années, l'eau va devenir, dans les années qui s'annoncent, une denrée rare et chère. C'est pourquoi il est intéressant de constater que depuis 15 ans, alors c'est la première diapo, voilà, je vais essayer de suivre à la fois les diapos et mon commentaire. Depuis 15 ans, le niveau de la consommation d'eau à travers la métropole a baissé. Vous voyez, 11%, plus de 10%, on va dire, c'est important. Le volume d'eau consommé, donc, par les métropolitains est stable et le rendement moyen est à 84%. Il est bon, 84%. La qualité de l'eau distribuée et qui est prélevée régulièrement a un taux de conformité, d'ailleurs, à 100% en sortie et en distribution, et on va dire en sortie de distribution à 100%, 99,3% en distribution. Alors, comme il est installé dans la commune voisine, vous avez certainement suivi indirectement l'élaboration du nouveau réservoir Richard Pouille, qui a une capacité de 30 000 mètres cubes d'eau, qui a été activé en août 2019. Alors c'est vrai, comme on consomme moins d'eau, on devrait payer l'eau moins cher. C'est effectivement, vous le savez, sans compter sur la nécessité d'un entretien constant de ce réseau. Et il y a énormément de points sur lesquels il faut dire que le travail est fait et plutôt bien fait. 6,3 km pour un coût de 4,01 millions de francs. Les derniers branchements, d'ailleurs, en plomb, vous le savez,
disparaissent tout doucement. Il y en a eu 63 qui ont disparu en 2017. Et on va continuer d'ailleurs au niveau de la métropole à innover en pompant directement dans la Meurthe si les trop grandes sécheresses récurrentes nous le permettent, ceci conjointement avec la recherche d'ailleurs de rejets d'eau pluviale limités pour mieux gérer la station d'épuration. Et là, si vous voulez, sur la station d'épuration, alors je ne sais pas si les uns les autres vous avez jeté un œil au document qui est fourni, celui-là. Enfin, je suppose que Cyril, de toute façon, Perrault, pour l'opposition, doit l'avoir. Sachez qu'il y a des nombreux projets qui sont prévus. C'est la page 39 du document. Pour rentrer rapidement dans le détail, il y a la sécurisation de la ressource d'eau brute par la création d'une prise d'eau donc dans la rivière Meurthe. Création d'un nouveau réservoir, je l'ai dit, de 30 000, j'ai dû me tromper sur le chiffre d'ailleurs, j'ai dû vous dire 3 000, c'est 30 000 m3 en tête de réseau au niveau du parc Richard Pouille à Vendeuvre, et création d'un réservoir de distribution d'une capacité de 5 000 m3 desservant l'ouest de l'amélioration. Alors, vous vous en doutez, toutes ces installations qui nous concernent, qui nous favorisent cette distribution de l'eau, ont un coût. Alors, on a cependant affiné au fur et à mesure la chasse au gaspillage par les réductions des fuites d'eau au niveau des réservoirs, mais surtout pour les clients par sectorisation des réseaux. D'ailleurs, on va installer entre 2020 et 2023 des compteurs permettant une radio relevée. Voilà. Alors, les radios relevées, des compteurs entre 2020 et 2023. Cela permettra bien sûr de suivre les consommations, d'être facturé à consommation réelle, de voir rapidement s'il y a des fuites ou consommation anormale. Alors, c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans une volonté du développement durable au niveau des consommateurs et de leur suivi de leur consommation. Le traitement des eaux usées par assainissement est de bonne qualité, on va dire conforme, mais nous pouvons le constater quotidiennement parce que, alors je ne sais pas s'il y a des chiffres tout à fait précisés, mais il y en a d'autres par ailleurs. Par exemple, le taux de turbidité, c'est-à-dire la transparence de l'eau, est très bonne sur le Grand Nancy. Alors, c'est vrai que cette conformité de l'assainissement donne des rejets, c'est ce qu'on appelle des boues. Et il y a eu 4 634 tonnes en 2019, mais une baisse de 2,6 tonnes par rapport à 2018. En tout cas, elles sont toujours valorisées par épandage agricole. Et là, je ne sais pas s'il y a un détail sur le document. Oui, enfin, il doute 8 463 tonnes de boue biologique déshydratée, 2 263 tonnes de boue biologique séchée, 3 868 tonnes de boue issue de la déphosphatation. Alors, c'est vrai que ça fait une quantité relativement importante, c'est 4 634 tonnes, mais ça a tendance à quand même diminuer et c'est valorisé. Alors c'est vrai que ce coût qu'on essaye de rentabiliser, ce coût reste important avec cet assainissement nécessaire. Le réseau métropolitain, il est conséquent, et sans vouloir rentrer dans le détail, il faut savoir quand même que le nombre, je dirais, de réseaux de collecte est quand même très dense. On peut compter 97 ouvrages de rétention, dont 25 bassins enterrés, 89 déversoirs d'orage, 35 000 regards, 20 000 bouches à valoir, 37 stations de refoulement ou postes de relevage. Alors, c'est quand même, vous le reconnaîtrez, important. Alors, nécessité d'anticiper, car on a connu des épisodes, rappelez-vous, de pluies intenses et violentes,
violents, déclenchant des phénomènes graves de débordement. Rappelez-vous le Grémillon, hein, c'était en 2017, seulement c'est pas si vieux que ça, c'était à Essay et Samax aussi. Et on a fait de nouvelles canalisations d'arrivée, il y a eu 1 360 000 euros qui ont été dépensés, des eaux usées, 2,4 millions aussi, 140 000 je veux dire. Et il y en a eu d'ailleurs également sur notre commune. Alors sur les nouvelles canalisations d'arrivée, il y a eu 40 km, ça n'a l'air de rien, qui ont été posés. Et sur les eaux usées, 362, c'est les chiffres qui sont donnés. Ils sont étonnants, mais c'est ceux qui nous ont donnés par la métropole pour Villers. Alors, de nombreux travaux ont été réalisés en 2019. Et c'est vrai que pour Villers, notons la rue de la Grange aux Moines, rue de Vendeuvre. Peut-être que certains s'en souviennent bien, parce que ça nous a bloqués pendant un certain nombre de semaines. N'est-ce pas, monsieur le maire? Les projets à venir sont aussi importants. Et là, il y a au niveau des eaux usées, je les énumère rapidement. Réhabilitation du collecteur de la rue du Préfet Erignac à Nancy jusqu'à la place Stanislas. Élimination des eaux claires du Reclus à Vendeuvre. Collecteur de liaison Ambany-Marcel-Bros sous la Meurthe. Et pour les eaux pluviales, réalisation de plusieurs champs d'expansion des crues sur le ruisseau dont on parlait, Grémillon, et c'est les Nancy et Pulnoy. Des études hydrauliques pour améliorer le fonctionnement des réseaux du bassin versant du Grémillon et des études pour l'amélioration de la qualité de l'eau de la Meurthe. Vous voyez, de nombreux travaux sont en prévision, de nombreux travaux ont été en cours et réalisés en 2019. Et c'est vrai que les projets à venir sont importants. Alors, je ne vais pas m'étendre plus avant parce que je ne parlerai pas du SPANC déjà, parce que le résumé d'ailleurs de la métropole n'en parle pas, le service public d'assainissement non collectif, pardon. C'est parce que je ne dis pas qu'il est pougnème, mais enfin il est beaucoup moins important. Je vais finir quand même cette présentation par quelque chose qui intéresse certains de mes collègues plus que d'autres peut-être, mais nous tous, c'est certain, c'est le côté financier et budgétaire, qui n'est pas négligeable à ce niveau-là. Alors, simplement pour vous dire et lire les chiffres qui vous sont donnés, parce que c'est important de le savoir. Hop là. Donc, au fonctionnement, 29 650 000 de dépenses réalisées et 37 860 000 de recettes encaissées. Pour l'investissement, 10 540 000 de dépenses et 1 700 000 de recettes. Vous voyez que là, les deux sont quand même assez déséquilibrés. Si on arrive au niveau du fonctionnement à peu près à s'en tenir à des chiffres équilibrés, pour l'investissement, c'est fortement déséquilibré. Pour l'assainissement, le fonctionnement, c'est 20 690 000 de dépenses réalisées et 25 960 000 de recettes encaissées. Quant à l'investissement, 6 580 000 de dépenses et 0 400 000 de recettes. C'est quand même beaucoup moins au niveau des recettes. Alors, c'est vrai, c'est très difficile de faire bouger les choses. J'ai fait partie d'un groupe de travail, je ne sais pas si certains s'en souviennent, peut-être monsieur le maire, mais pour essayer de voir en sorte si on ne pouvait pas travailler différemment sur le prix de l'eau, sans réellement, parce qu'il y a des communes qui ont établi des niveaux de paiement de ces mètres cubes d'eau en fonction des revenus. Et on a essayé de travailler là-dessus. C'est très compliqué et c'est pas trop évident au niveau de la métropole de Nancy parce que nous sommes en demi-régie, hein, il faut le savoir. C'est pas une régie complète. Alors sachez, et là c'est au niveau du prix, donc TTC moyen du mètre cube d'eau, 3 millions, donc je l'ai dit, 3 euros, qu'est-ce que je raconte 3,57 €. C'est stable par rapport à 2018, je l'ai dit, le prix de l'eau se répartit de la manière suivante. Le plus gros pourcentage, 45%, c'est pour la production et la distribution de l'eau potable, 29% pour la dépollution des eaux usées, 26% pour les redevances et taxes reversées aux organismes publics. Voilà, mes chers collègues, rapidement résumé ce que l'on peut dire sur l'eau, qui est une denrée encore très proche de nous et qui, je l'espère, le restera encore très longtemps,
parce que c'est vrai qu'il y a eu des gros efforts de fait qu'il faudra continuer à faire. Voilà. S'il y a des questions, j'essaierai du mieux possible d'y répondre en fonction des documents que j'ai. Voilà, monsieur le maire. Merci Pascal. Est-ce qu'on enchaîne avec le rapport de Stéphane ou est-ce que vous souhaitez que le débat s'ouvre autour de ce rapport? On enchaîne alors. Stéphane. Merci. Donc je vais vous présenter le rapport d'activité 2019 du Grand Nancy. L'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Alors, on va vous proposer quelques diapos. Voilà, alors donc le rapport est orienté sur 5 axes: la sobriété énergétique, les nouveaux modèles économiques, la métropole, nature et urbanisme durable, bâtir une métropole résiliente et saine, et enfin participation et lien social. Donc sur de grandes thématiques, donc la métropole, l'attractivité, la proximité, le territoire, la solidarité et les ressources. Alors on vous a donc largement résumé ce rapport sur quelques chiffres clés. 350 000 habitants dans le bassin de vie du Grand Nancy, dont 256 610 habitants sur le territoire de la métropole. Et il faut savoir que donc, la métropole héberge 51 000 étudiants, ce qui représente un habitant sur 5. Ces étudiants sont représentés au sein du Conseil de la vie étudiante, 36 membres. Et autrement, donc on peut passer sur les transports. Donc vous avez au niveau du vélo 260 km de réseau cyclable dans le Grand Nancy, donc avec des points de discontinuité qui ont tous été établis et puis qu'on essaie de régler un petit peu chaque année. 10 550 places de stationnement vélo. Alors ces places devraient être normalement largement étendues, en particulier avec des nouveaux textes qui permettent de supprimer des places de stationnement voiture aux abords des passages piétons. Et donc on pourrait, sur le Grand Nancy, les utiliser pour mettre des arceaux vélos. 1200 vélos dans le parc de la Maison du Vélo, donc qui sont accessibles sous plusieurs formes, des locations uniques, des locations par abonnement et également un parc de vélos électriques. 845 km de voirie, 60 500 abonnés à l'eau, dont Pascal parlait tout à l'heure. Et on a également des musées qui fonctionnent plutôt bien, avec 46 800 entrées au Muséum Aquarium de Nancy, 16 000 visiteurs au Musée de l'Histoire du Fer, et le Jardin botanique qui se développe largement et qui a dépassé les 140 000 entrées en 2019. Alors c'est aussi 715 hectares d'espace vert, 845 tonnes de compost restitués grâce aux déchets verts qui sont déposés en déchetterie par les habitants, et 130 225 tonnes de déchets collectés. On a aussi un petit point économique avec 3013 entreprises créées, donc 924 de ces entreprises et 3006 particuliers ont été raccordés à la fibre optique proposée par la métropole. La métropole gère également donc, la propreté de la ville avec 1359 agents et 148 métiers différents, et gère également l'éclairage avec près de 44 000 points lumineux. Donc sur ces points lumineux, il y a aussi de gros efforts qui sont faits au fur et à mesure des remplacements. Et on a également travaillé sur la baisse de l'intensité lumineuse pour des économies d'énergie. Alors on va ensuite faire un petit point sur les finances. Alors pour les dépenses 2019, alors je vais arrondir les chiffres.
Donc les dépenses de gestion s'élèvent à 181 milliards d'euros, les dépenses d'investissement à 107 millions, pardon. Oui. Annuité de la dette, 74 millions, dépenses de personnel, 71 millions, les reversements de fiscalité, 67 millions, les résultats comptables, 28 millions, mouvement interbudget, 11 millions, et autres dépenses, 1 million 63. Donc pour un budget global de 541,9 millions d'euros de dépenses réelles. Au niveau des recettes, ce qui arrive en tête, donc, ce sont les recettes fiscales pour 271 millions d'euros, les produits des services et du domaine, 102 millions d'euros, résultats comptables pour 70 millions, emprunts 60 millions, dotation et compensation de l'État 54 millions, dotation, participation et divers 18 millions, les mouvements interbudgets 11 millions et les aides à l'investissement un peu plus de 8 millions d'euros pour donc 552,8 millions d'euros au total de recettes réelles. Alors ensuite, on a choisi de faire un petit focus sur Villers-lès-Nancy, donc, qui s'étend sur 995 hectares et héberge 14 730 habitants. Donc en termes de mobilité et de voirie, nous avons eu des aménagements de voirie en 2019 pour 525 000 euros, des entretiens de chaussées et de trottoirs pour 777 000 euros, et un éclairage public d'un coût de maintenance donc préventive et curative de 53 500 euros approximativement. Sur l'eau et l'assainissement, 24 branchements neufs, dont 12 d'eau potable et 12 d'assainissement, et donc un petit peu de réseau d'assainissement qui a été renouvelé sur 68 mètres. Les espaces verts, 44 arbres ont été remplacés, 319 élagués et 11,8 hectares d'espaces verts sont entretenus par la métropole, donc sans compter le parc de Brabois. Au niveau des déchets, 67 tonnes de compost ont été restituées, donc il y a toujours deux redistributions en général sur le quartier de Clerlieu, et qui marchent toujours bien et qui permettent également aux habitants d'acquérir des composteurs. Au niveau proximité, 975 demandes d'intervention ont été traitées par le Grand Nancy par le biais des référents de territoire. Au niveau environnement, 47 certificats d'économie d'énergie ont été traités par la métropole, donc pour les habitants qui ont fait des travaux de rénovation énergétique, et avec à la clé 36 840 euros délivrés. Pour l'habitat, donc quelques petites primes, donc 1 500 euros pour le dispositif éco-gaz, 4 000 euros d'éco-prime et 380 de PIG ont été traités pour l'amélioration de l'habitat. Et enfin, 5 sites de compostage partagés ont été gérés avec l'aide du Grand Nancy. Merci. On peut peut-être ouvrir le débat à ce stade ou poursuivre comme vous voulez. Après, je vous donnerai quelques éléments en fin de débat. Bon. Ah oui, d'accord, pardon, autant pour moi. Je croyais qu'il y en avait un autre. Y a-t-il des prises de parole ? Tout ceci nous montre qu'il y a encore un petit peu de travail. Pourquoi il y a encore un petit peu de travail ? Parce que ce qui a été rapporté, c'est notre vie de tous les jours, pour lesquels la métropole est je dirais, un acteur, mais qui est notre bras armé sur cette proximité. La proximité, derrière ce qu'on retrouve là, c'est vrai aussi que les chiffres s'y prêtent pas toujours pour un débat de fond. Elle doit passer plus que par le passé, si je puis dire, par le relais communal. Parce que tout ce qu'on voit là peut être rendu encore plus efficace, et même si
le travail est fait globalement dans un esprit d'engagement et un professionnalisme indiscutable. Mais les communes, elles sont placées, elles sont les bonnes vigies pour voir où se situent les urgences et où se situent les principales nécessités, parce que heureusement on ne fait pas que les urgences dans des sujets de proximité. Après, ce qui n'apparaît pas là, et sur lequel je ne peux pas ne pas revenir en conseil municipal, c'est le fait que, si je vais sur la question en particulier des déchets, l'attitude de quelques-uns finit par pourrir la vie de tous. Je reçois souvent des courriers me disant « c'est de pire en pire ». C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est faux parce que c'est de moins en moins de monde et que je constate que beaucoup de gens sur la propreté font des efforts pour eux-mêmes ou même de plus en plus pour l'espace public. Et après tout, anecdote qui a 24 heures, quand on ouvre sa porte et qu'on voit qu'il y a des feuilles, et beaucoup le font déjà, faire un petit tas de feuilles, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que derrière, en revanche, on ne peut pas demander à ces mêmes citoyens de prendre le petit tas de feuilles et de l'apporter eux-mêmes au compostage, s'ils ne l'ont pas. Et sauf que derrière, mais là loin, loin, loin derrière, quelques-uns, peu nombreux, mais de plus en plus crado, de plus en plus inciviques, et en clair de plus en plus délinquants, il faut donner là aussi le poids aux mots, viennent encombrer les Molocs, la forêt, ou quelquefois tout simplement la rue. Et quand on me dit « Ah, mais oui, mais c'est bien de votre faute, puisque vous avez créé une carte de déchetterie », je suis désolé. Pas du tout. Je veux dire, ça n'est pas... On ne va pas renoncer à une carte dont je peux expliquer pourquoi elle a été créée. Elle a été créée pour... et que chacun, au contraire, puisse gérer ses déchets. Ce n'est pas parce qu'il y a des attitudes déviantes que la mesure est mauvaise. C'est l'attitude déviante qui est mauvaise, je regrette. Et qui n'est pas explicable, qui n'est pas excusable. Je reste toujours pantois. J'avais ce week-end des photos d'un salon, d'un canapé, d'un canapé, mais tout ce qui était autour du canapé, posé en forêt de haies. Et pensant, il n'est pas venu en marchant, le canapé. Il était bien dans un coffre de voiture. Et cette voiture, elle ne pouvait pas faire 500 mètres pour aller à la déchetterie de Vendeur. Non, ça, c'est pas audible, d'accord ? C'est pas audible. Donc, quand malheureusement, on en est à recevoir des suggestions de devoir poser des caméras pour surveiller les zones de déchets, je réponds quand même que commencer par poser des caméras pour protéger les personnes, quand même. Mais il n'empêche, ça fait quand même un peu peur. Donc ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, et ce que j'attends de l'ensemble des acteurs concernés, c'est que déjà au moins toutes les fois qu'un dépôt sauvage est traçable, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit, car en plus d'être des délinquants, ces gens sont aussi des crétins dans un certain nombre de cas, toutes les fois qu'un dépôt sauvage est traçable, une plainte doit être déposée et des poursuites effectuées. Ça n'a l'air de rien, mais si on tolère ça, derrière, vous ne pouvez plus demander que ce soit propre, parce que derrière, vous avez tantôt une métropole, tantôt des bailleurs qui se trouvent à bout de souffle financier pour ramasser ces dépôts sauvages, encore une fois, de quelques-uns, quand une immense majorité se tient convenablement. Je ne vais pas parler ici, mais on aurait pu le faire exactement dans les mêmes termes,
des déjections canines. On me dit qu'il y en a de plus en plus. Ce n'est pas vrai. Mais il n'empêche, quelques-uns restent irréductibles. Je pense à cet autre crétin qui m'a répondu une fois, je paye des impôts. Ouais, ok, l'argument m'a su. Vraiment, l'argument m'a su. Voilà. Donc, j'en appelle ici à une mobilisation de tous. Ça nous ramène un petit peu, modestement. On n'est pas dans les mêmes proportions, on n'est pas dans les mêmes manifestations, on n'est pas dans les mêmes... Mais ça nous ramène aussi à ce sujet de notre vie en société que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Donc, je voulais juste ajouter ça, parce que derrière ces chiffres, derrière ces efforts-là, il y a tellement d'efforts qu'on pourrait économiser si on était juste un tout petit peu intelligent. Il faut qu'on continue dans cette démarche. Beaucoup le font et il faudra que ceux qui se retrouvent à un moment donné très seuls s'en rendent vraiment compte ou qu'ils soient réellement sanctionnés. Voilà. Et même quand on connaît l'auteur. Et surtout quand on connaît l'auteur. Merci. Il n'y a pas de doute. Vous prenez connaissance des documents. Il ne vous est pas demandé ni de les approuver, ni de les rejeter. Merci à Pascal et à Stéphane. La deuxième délibération est au rapport de Francis Sigrist. C'est la dénomination et corrélativement l'emplacement de notre marché bio et local. Merci, Monsieur le maire. Donc, dénomination et emplacement du marché bio et local. Donc, cette délibération a simplement pour but de modifier l'emplacement et le nom du marché bio et ou local, anciennement marché Madame de Graffigny. Mais en vous expliquant le contexte, je serai amené plus largement à vous présenter la dynamique que nous tentons d'insuffler avec les marchés municipaux. Le fonctionnement du marché bio et ou local a été perturbé lors du dernier confinement par la fermeture du parc dans lequel il se trouvait, par les travaux du gymnase Milia où il avait été déplacé et par la trop grande exposition au soleil lorsqu'il a pu retrouver sa place dans le parc. Bref, les commerçants ne s'y retrouvaient pas sur cet emplacement et ils nous ont demandé à pouvoir descendre sur le boulevard Quatennose. Constatant, nous aussi, le peu de succès de ce marché, nous avons accepté de tenter l'aventure en nous donnant le mois de septembre pour expérimenter le nouveau site sur le Mel Bichaton. Nous avons voulu accompagner ce changement de site par une dynamisation de ce marché, mais aussi de celui de Clerlieu, autour de 4 axes. Premièrement, attirer de nouveaux commerçants. Le marché bio est passé de 3 à 8 commerçants réguliers ou ponctuels. Le marché de Clerlieu, lui aussi, compte de nouvelles activités. Marchand d'huîtres, livres pour enfants, restaurateurs, etc. Deuxième axe, mettre de l'animation par des événements ponctuels. Par exemple, le jardin botanique est venu avec une thématique autour de la pomme locale et nous recevrons bientôt le lycée d'Euroville autour d'une thématique des courges. Nous avons mis aussi à la disposition des commerçants une sono pour un fonds musical et nous invitons aussi les associations de Villers à venir ponctuellement présenter ce qu'ils ont à vendre ou leurs activités. Troisième axe, en faire un lieu d'échange entre habitants et élus municipaux, notamment notre adjointe à la démocratie participative Anne Touvenot. Quatrièmement, communiquer efficacement avec de nouveaux visuels, banderoles, affiches de co, qui mettent en avant aussi d'autres acteurs des produits frais, bio ou locaux, comme la ruche qui dit oui ou l'ortie. À l'issue du mois de septembre, les commerçants ont fait savoir que l'emplacement et l'organisation leur donnaient satisfaction et que leurs chiffres avaient nettement évolué par rapport à ce qu'ils avaient connu. Cette délibération propose d'entériner le nouvel emplacement, ce qui suppose de modifier le nom de l'ancien, marché Madame de Graffigny, au profit de marché bio et local. Nous avons profité de cette délibération pour joindre en annexe le nouveau règlement des marchés qui comporte notamment les modifications suivantes. Possibilité offerte aux commerçants de ne venir qu'une semaine sur 2 pour plus de souplesse. L'obligation de venir chaque semaine était trop contraignante pour certains producteurs, par exemple le vendeur de miel, dont les demandes des clients ne justifient pas une présence hebdomadaire. Exigence accrue d'assiduité sur le marché, en contrepartie de la souplesse offerte sur la fréquentation des présences. Possibilité pour des particuliers de venir épisodiquement pour proposer leur récolte,
En tant que non-professionnels, nous leur transmettrons un guide pour les informer sur les mesures à respecter, hygiène, étiquetage, etc. En conclusion, nous travaillons en lien avec les commerçants pour dynamiser l'ensemble des marchés tout en gardant à l'esprit nos objectifs, proposer des lieux d'animation surveillés autour de produits frais, bio ou locaux le plus possible. C'est un travail de longue haleine que nous suivons pas à pas et que nous ajustons autant que de besoin. Donc je vous donne rendez-vous mercredi 4 novembre au marché bio pour cette animation Halloween qui promet d'être sympathique avec le lycée horticole de Roville, autour de la Courge. Voilà, je vous remercie. Merci Francis. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Charles-Antoine Boivin. Oui, une précision. Du coup, ce marché qui est entre le boulevard Quatennose et la rue Bichaton, il est bien donc dans le projet qui devienne bio et local, parce que pour l'instant, il n'est pas tout à fait, puisqu'il y a des producteurs locaux qui ne sont pas bio et inversement. Donc, est-ce que c'est vraiment une dynamique qui va s'instaurer de faire du bio et local? Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on trouvait qu'il y a peut-être, à notre sens, pour nous, une certaine ambiguïté. Parce que des fois, c'est local, des fois bio, et puis des fois, on ne sait pas trop. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette dynamique-là? Donc, ça, c'est la première question. Et une deuxième, là, c'est vraiment une question, une sorte de piste de réflexion, parce qu'on en avait déjà d'ailleurs parlé ensemble. Est-ce qu'il est prévu, du coup, de créer un partenariat entre la mairie et le Fleurin, donc la monnaie locale complémentaire d'Ancéenne, sachant qu'un marché bio local sera aussi un lieu où on pourrait faire vivre justement ce partenariat. Voilà. Oui, donc au niveau des commerçants qui vont participer au marché, il y aura des commerçants bio et des commerçants qui proposeront des produits locaux. Ça sera donc bio et local. On ne peut pas se permettre d'avoir un marché que bio. On avait essayé, mais c'est extrêmement difficile pour deux choses. Déjà, il y a très peu de producteurs bio. On a beaucoup de mal à les faire venir. On a essayé, je vous assure. Et puis, d'autre part, les acheteurs vraiment de produits bio ont déjà leur propre source d'approvisionnement. Ils sont très, très pointus à ce niveau-là. Ils connaissent les prix et ils sont déjà dans des AMAP et dans des structures très adaptées. Donc, on essaie ouvert à quelque chose d'un peu plus large, en particulier donc, en permettant à des producteurs locaux non bio de nous proposer des produits. Pour ce qui est du Fleurin, effectivement, on en avait parlé ensemble et je pense que Monsieur le maire est tout à fait ouvert à la chose. Je pense que ce serait intéressant, effectivement, de pouvoir mettre en place cette monnaie sur le marché. Voilà. Oui, merci. En complément, mais qui va aller complètement dans le même sens. Sur le premier volet de la question, je ne reviens pas sur ce que vient d'indiquer Francis. Je crois, en revanche, s'il y a quelque chose qui est important et auquel nous veillons déjà et nous continuerons de veiller, et nous avons d'ailleurs, sauf faire de ma part, renoncé à un fournisseur qui n'était pas tout à fait clair sur ce plan-là, enfin à un commerçant qui n'était pas tout à fait clair sur ce plan-là, ce qui est très important, c'est que le consommateur ait la totale transparence de la réalité de son produit. Et là où ça peut devenir compliqué, je pense à ce cas précis, là où ça peut devenir compliqué, c'est quand vous avez un commerçant qui en a un peu de bio, un peu de local, et puis, comme le pâté d'Alouette, beaucoup du reste. Donc ça nécessite une vraie vigilance. La réponse de Francis est assez claire. On ne peut pas aujourd'hui tenir. Et d'ailleurs, on ne répond pas complètement à la réalité de la demande qui est très fortement aussi sur le local. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc on a fait ce choix de mixer les deux, mais de les mixer, il faut qu'on les mixe avec beaucoup de transparence. Et j'insiste sur la durée, sur le respect de tout ça. Il faut vraiment que les commerçants soient corrects sur ce plan-là. Je signale juste que les huîtres sont de Vendée et de Bretagne. On a essayé, ça n'a pas marché quand on a voulu faire plus court. Et au-delà de la blague, je n'oublie pas le Fleurin. Notre collègue Cyril Perrault m'avait d'ailleurs déjà interpellé lors de la séance d'installation du Conseil métropolitain sur ce sujet. Et je pense que s'il y a un terrain sur lequel on peut bien faire circuler du Fleurin, ce sont les marchés. Et je constate que là où d'autres monnaies ont pu se développer, c'est assez largement sur ce type de terrain quand il y a aussi de grands marchés. Les nôtres sont plus petits, on va faire avec. Et je pense qu'effectivement, la suggestion mérite d'être retenue. Il faut
conventionne avec les porteurs du florin. Je pense que c'est une bonne idée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous aurez droit à une séance de rattrapage. D'autres questions? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Nos marchés, là aussi, il y a quelque chose de malheur et bon, ont connu cette semaine un succès tout à fait impressionnant, à la fois grâce à la dynamisation qui est entreprise, mais aussi, il faut bien le dire, grâce, entre guillemets, à la situation sanitaire et aux mesures qui sont prises en conséquence. La situation sanitaire et économique nous amène à prendre quelques remises gracieuses, ciblées, accordées aux redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure, la fameuse TLPE. Valérie ou Francis, comme vous voulez. Francis. La TLPE. Pour rappel, les dispositifs publicitaires, enseignes, panneaux publicitaires, etc., sont frappés par une taxe appelée TLPE pour taxe locale sur la publicité extérieure. Pour soutenir les entreprises mises en difficulté par le confinement, l'État a permis aux collectivités d'exonérer exceptionnellement les redevables de cette taxe. L'ordonnance prise par l'État imposait néanmoins d'appliquer la même exonération à tous les redevables, indépendamment de leur situation pendant le confinement. Fermeture au public ou non, perte de chiffre d'affaires ou non, etc. La mairie n'a donc pas instauré cette exonération, mais a invité les redevables à remplir un formulaire pour demander une remise gracieuse de la taxe. Au regard des formulaires retournés, il est proposé d'accorder une remise totale au commerce de détail. Le montant de leur TLPE est assez faible et les pertes de chiffre d'affaires sont d'au moins 25%. Deuxièmement, d'accorder une remise de 2 mois sur 12 aux publicitaires, conformément à la demande de certains de ces groupes. Ces remises gracieuses représenteraient une dépense de 2 500 €, soit environ 10% du montant de la taxe. Nous étudierons bien sûr les demandes complémentaires qui pourraient nous parvenir, notamment au regard du reconfinement actuel. Merci. Des questions, des remarques? Oui, Smaïl. Oui, on a juste une question concernant les modalités d'application. Est-ce que oui ou non on s'appuie sur l'ordonnance qui l'a permis ou est-ce que c'est une délibération classique sur des cas d'exonération bien précis? Valérie Rampon. On s'appuie sur l'ordonnance qui la prévoit. Ok, alors à ce moment-là, donc l'ordonnance en question prévoyait 2 choses. Effectivement, comme l'a précisé Francis, c'était une application tout à fait homogène à l'ensemble des redevables, mais surtout, elle prévoyait un vote en conseil municipal avant le 1er septembre pour être applicable. Si je me trompe peut-être, mais si on parle bien de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril, c'est ça? Celle-ci. Donc il est bien précisé de manière très claire, pour une fois qu'une ordonnance est lisible, c'est pas mal, que 2 critères étaient importants, c'était le vote avant le 1er septembre en conseil municipal et l'application homogène à l'ensemble des contribuables. Donc si on s'appuie sur cette ordonnance-là pour mettre en place l'exonération, les remises gracieuses, on est contraint d'appliquer les règles qui ont été dictées dans cette ordonnance, n'est-ce pas? Commerçants pour leur demander effectivement d'avoir un retour de leur part sur les pertes qu'ils avaient enregistrées. Ceux qui souhaitaient également solliciter cette aide et nous avons démarré ça début septembre et le temps de tout mettre en œuvre, c'est pourquoi vous est présenté seulement aujourd'hui et pas d'avoir la possibilité de le présenter avant en conseil municipal. Sauf que si on le vote aujourd'hui, oui, pour, non, contre, peu importe, on est au-delà du 1er septembre. Et c'est un cas impératif que prévoit l'ordonnance, c'est que le vote doit avoir lieu avant le 1er septembre, et surtout, l'exonération doit être identique pour l'ensemble des redevables. Donc l'idée de solliciter les entreprises pour savoir quelles sont celles, oui ou non, qui souhaitent en bénéficier, ce n'est plus appliquer l'ordonnance, mais c'est permettre des remises à la discrétion de la commission qui les décidera. Et à ce moment-là, on ne s'appuie plus sur l'ordonnance, mais est-ce que ces remises et ces exonérations sont possibles au regard de ce que la loi permet aujourd'hui? Enfin, je ne suis pas assez fin là-dessus.
Merci. Maître Bertrand Fols, que je nomme ainsi, puisque je crois que c'est sa science juridique à laquelle nous faisons appel. Oui, en fait, c'était juste pour juste préciser. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, l'exonération n'est plus possible puisque nous ne répondons pas aux critères de l'exonération. En revanche, les remises, puisque c'est tel qui a été décidé, c'est toujours la possibilité, quelle que soit la date et la période, et c'est à ce titre-là. Simplement, s'agissant des remises, il faut bien qu'il y ait des critères, puisque sinon, ça serait discrétionnaire et il pourrait y avoir une discrimination vis-à-vis des redevables de l'impôt. Et ces critères-là sont ceux qui sont dans l'ordonnance. Mais ces critères-là, c'est une application volontaire du conseil municipal. Il ne s'agit pas d'une application concrète de cette ordonnance. C'est simplement, on se réfère et j'allais dire, on copie, si vous me permettez l'expression, l'ordonnance sur les critères-là. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'une application de l'ordonnance. Ok, les choses sont plus claires maintenant. Merci. Enfin, voilà, si... Petite précision, effectivement, comme l'ordonnance n'était pas applicable telle que pour la commune, voilà, on s'est appuyé sur cette ordonnance, mais sans l'appliquer réellement, c'est-à-dire en adaptant par rapport à notre commune et aux besoins de notre commune. Merci pour ce débat qui permet de préciser effectivement les choses. Dans cette commune, la TLPE, c'est une taxe extrêmement modeste. C'est comme ça. C'est d'ailleurs peut-être une bonne chose, puisque c'est une taxe qui se justifie pleinement, puisqu'il y a pollution visuelle, eh bien on paye pour une pollution visuelle. C'est logique. Et moins il y en a, mieux je me porte, même si, par les temps qui courent, ce discours peut sembler anti-commerce. Non, il ne l'est pas, mais je pense que toutes les fois qu'on peut trouver d'autres solutions, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, plus d'une fois, sur des entreprises qui nous disaient « Ah là là, votre taxe sur la publicité extérieure, elle est très importante », on a travaillé avec eux, et on a réduit la taxe, on a réduit la voilure de la pub, et on n'a pas réduit la clientèle, ce qui montre que c'est un outil qui est particulièrement utile. À partir de là, c'est une recette peut-être de poche pour la collectivité, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que quand effectivement l'ordonnance est arrivée, ce qui explique, y compris le sujet du délai, quand l'ordonnance est arrivée, j'ai regardé quelles étaient les entreprises qui étaient concernées, et il se trouvait que les très gros principaux contributeurs à cette taxe sont, ce qui est logique, nos 3 supermarchés. Et qui ont accompli pendant, je tiens à le redire, pour la quasi-totalité d'entre eux, pendant le confinement, des efforts très importants de solidarité. Mais qui ont eu aussi, et tant mieux pour eux, parce qu'après tout, c'est aussi une bonne chose, un regain d'activité qui était important. Donc à partir de là, remettre la TLPE dans sa globalité ne semblait pas équitable dans ce temps où on recherche de l'équité, et notamment de l'équité pour les différentes formes de commerce. Et donc c'est pour ça qu'on a opté pour ce système qui peut sembler plus à la carte, mais qui correspond à des réalités de perte de chiffre d'affaires. Vous voyez les activités qui sont derrière, même les afficheurs, je le reconnais. Et qui donc nous permettent d'objectiver complètement ce choix. Donc voilà, mais merci de ces précisions juridiques des uns et des autres, merci de votre sagacité et qui nous permet de progresser, mais c'est bien une remise gracieuse, ce sont des choses qui arrivent, elle est justifiée, elle est objectivée, et elle continuera de l'être si par hasard, malheureusement, les choses se représentaient. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Si Smaïn Aitmézian peut nous rendre le juste. Voilà, merci, le micro. Je prends quand même bonne note de cette abstention dans le contexte actuel. Je vous assure que 200 € pour un fleuriste, ça compte. Délibération numéro 4, la DM2 au rapport de Valérie Rampon. Pardon ? Ah, après coup, alors allons-y.
pas d'interprétation erronée de notre abstention. Nous considérons au contraire qu'il aurait été important de pouvoir appliquer cette exonération de façon homogène et à l'ensemble de nos entreprises villaroises. C'est donc un choix. Voilà. Notre équité se pose différemment. Donc voilà un choix différent. L'équité va à ceux qui perdent tout ou partie de leur chiffre d'affaires. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on fasse porter nos efforts. Délibération numéro 4 au rapport de Valérie Rampon. Il s'agit de la deuxième décision modificative du budget principal de 2020. Alors, elle concerne des aléas et des imprévus qu'on ne pouvait pas avoir au moment où le budget a été voté. Il s'agit de sinistres, de vandalisme et également de véhicules hors service, de régularisation comptable, donc pour la réimputation de dépenses de fonctionnement vers de l'investissement, c'est l'achat de matériel, et puis l'équilibrage suite à cette deuxième décision modificative. Et enfin, des ajustements liés à de nouvelles informations dont la commune n'avait pas connaissance. Donc il s'agit tout d'abord de subventions supplémentaires de la CAF pour un montant de 82 kg, traduisant le succès des dispositifs financés selon le taux d'occupation par la commune. Il s'agit du périscolaire avec le plan mercredi par exemple, le soutien aux projets portés par la commune pour les moyens mis en œuvre par les crèches pour accepter des enfants en situation de handicap, le RAM, le relais d'assistance maternelle, parce qu'au départ, le décompte avait été pris sur 2018, mais il n'avait pas fonctionné complètement sur 2018, donc il y a eu un rattrapage pour l'année 2019 qui comptait une année entière. Et enfin, pour des travaux pour le rafraîchissement des crèches, accueil en période de canicule, mettre en place un dispositif approprié. La deuxième situation, il s'agit de subventions obtenues pour la réalisation de travaux sanitaires dans les écoles, DETR. C'est une loi qui est parue cet été suite à la Covid-19 et donc la commune a monté un plan et 80% des dépenses sont donc prises en charge par cette subvention. Les dépenses s'élevant à 70,12 kg, nous obtenons une subvention de 53,38 kg pour celles qui sont réalisables pour 2020 et il y en aura d'autres pour 2021. Enfin, il y a également le surcoût des travaux pour l'extension du COSEC Marie-Marvin. Donc, il y a déjà eu une première enveloppe supplémentaire suite à la montée en national du club. Il s'agit ici, suite à l'analyse des offres sur les différents postes et des prix qui ont été finalement supérieurs à ceux prévus par l'architecte pour un montant de 70 kg. Mais en contrepartie, nous avons également une subvention de la région région Grand Est pour un montant de 30 kg. Il s'agit également de la décision de réaliser des petits travaux d'aménagement suite donc au marché bio pour un montant de 15 kg, donc électricité et minéralisation pour permettre aux commerçants de s'installer dans de bonnes conditions et de ne pas être dans la boue au moment du mauvais temps. Et enfin, on a également la remise gracieuse dont on vient de parler, TLPE, et le renouvellement d'un logiciel RH. Donc, si on fait le bilan de tout cela, nous devons inscrire plus 111 182 € dans la section de fonctionnement et plus 258 487 € dans les dépenses d'investissement. Cela est donc couvert par des recettes supplémentaires pour un montant de 198 102 € et le solde venant à réduire le suréquilibre de la section investissement votée au budget primitif. Il est donc demandé au Conseil d'adopter cette deuxième décision modificative du budget principal. Merci. Des questions, des remarques? Écoutez, je vais le mettre tout simplement aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ces opérations rendues soit plus urgentes, soit urgentes. La délibération numéro 5 au rapport de Valérie Rampon et la transaction au marché de maîtrise d'œuvre relative aux travaux d'accessibilité du patrimoine bâti.
Le 11 juin 2016, la ville de Villiers-les-Nancy a confié une mission de maîtrise d'œuvre pour l'accessibilité de MIA et de l'école des Ruées. Pour l'école des Ruées, il s'agissait d'une tranche conditionnelle. Le 21 mars 2019, la ville a résilié la tranche conditionnelle, c'est-à-dire pour l'école des Ruées, sachant que les travaux de mise en accessibilité coûtaient quasiment aussi cher, voire plus cher, qu'un bâtiment neuf. Donc, le 7 novembre 2019, un décompte de résiliation a été signé par le représentant de la maîtrise d'œuvre, sachant que la maîtrise d'œuvre était composée d'un cabinet d'architectes, des cabinets Prélès et Barboussa. Seulement 3 factures de la société Barboussa n'avaient pas été communiquées, donc n'ont pas été prises en compte dans ce décompte de résiliation. Par conséquent, il convient de régulariser le décompte par voie transactionnelle pour régler ces 3 factures. Il est donc demandé au Conseil d'approuver les termes de la transaction et le règlement de 3 733,29 € TTC et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la transaction. Merci. Des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération numéro 6 au rapport de Valérie Rampon et l'achat groupé de masques grand public avec le conseil départemental. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, la ville s'est engagée à doter chaque habitant de 2 masques pour contribuer à la protection des citoyens. Pour garantir un achat efficace dans le contexte particulièrement tendu d'approvisionnement, la ville s'est associée avec d'autres personnes, dont le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, dans l'action « Un masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans ». Le conseil départemental a passé commande pour l'ensemble des collectivités partenaires et a également sollicité les subventions auprès de l'État. Il est demandé au conseil de prendre acte de la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle fixant les modalités et montants de participation des communes, d'accorder au département une participation de 3 250 € pour la fourniture de 5 000 masques au titre de cette opération. Merci. Des remarques? Oui, Valérie Bozartlet. Oui, évidemment, je ne peux qu'intervenir sur cette délibération. Il y en a d'autres qui sont plus complètes et j'aime bien les informations complètes. Je voudrais rappeler quand même à l'initiative de l'opération Un masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans que cette initiative est basée sur l'envie de 2 partenaires, un jeune entrepreneur nancéen et le conseil départemental, pour répondre effectivement à cette urgence de fourniture en masques dans une période qui était effectivement très très tendue. Je soulignerai également que le conseil départemental prend en charge financièrement la moitié du coût du masque et que la subvention, enfin la dotation de l'État en la matière ne couvre une partie de ce que auraient dû coûter les masques au niveau des communes et intercommunalités qui ont passé commande. Voilà, je souhaitais que l'information soit un petit peu plus complète dans cette délibération. Par ailleurs, j'ai aussi une question sur les modalités de distribution de ce masque. Je voulais savoir combien de Villarois avaient pu venir chercher ce masque, puisque ce masque a été proposé, mais n'a pas été distribué directement comme la première livraison. Et donc, je voulais juste avoir cette information-là complémentaire. Puisqu'il faut être complet, soyons complets, effectivement. On aurait pu aussi indiquer qu'en effet, ce deuxième masque nous a été livré dans le courant du mois de juin. Voilà, alors après on peut choisir de polémiquer ou pas, on choisit de ne pas le faire, mais à la mi-juin, honnêtement, son utilité était un peu moindre. De ce fait, effectivement, notre distribution des 2 masques s'est faite d'une part par port du premier masque à destination de chaque Villarois et par possibilité de retirer le deuxième masque pour ceux qui en avaient encore la nécessité. Nous avons d'ailleurs eu pas mal de demandes. Je ne sais pas si on a le chiffre exact. Il me parvient à l'instant, donc je vais le donner. Environ 2000 masques ont été retirés en mairie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous continuons
d'utiliser ces masques de façon optimale dans cette opération, fort intéressante d'ailleurs, tout comme d'ailleurs celle que nous avions conduite avec la métropole du Grand Nancy. Donc notamment, ce matin, un certain nombre de ces masques, notamment dans la dotation enfants que nous avions gardé, puisque nous avions acheté des masques enfants pour le cas où les normes, enfin les exigences, pardon, de l'éducation nationale auraient prévu des masques pour les scolaires. Nous les avions gardés. Il se trouve que cette rentrée, comme vous le savez, exige le masque pour les plus de 6 ans. Nous avons donc pu doter ce matin, avec un complément d'ailleurs, mais doter ce matin tous les écoliers du primaire d'un masque qui, pour beaucoup, est leur deuxième masque, puisque presque tous les enfants, j'ai fait les écoles ce matin, les entrées d'école ce matin, presque tous les enfants arrivent masqués, ce qui est une bonne chose, évidemment, mais ils n'ont pas toujours un deuxième masque. Et donc la possibilité de le laver. J'en profite pour indiquer que ces masques sont d'excellente qualité et que, pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué, j'en porte un ce soir. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, Didier Bécaud. Hein. Ouais, je voulais intervenir, Monsieur le maire, mes chers collègues. Pour compléter votre intervention, Monsieur le maire, oui, comme vous le dites, on ne va pas polémiquer, mais c'est bien de se réjouir des aides du CD 54. J'aurais tendance à dire enfin une aide du CD 54, puisqu'il est vrai que depuis un certain nombre d'années, notamment lors de la délibération précédente, des travaux d'Alice Milla, où il y a une augmentation du montant de ces travaux. Nous avons une aide du Conseil régional et bien évidemment, nous avons reçu un avis de non-aide du CD 54. Il faut également le dire. Merci. Merci. Je le mets aux voix. Qui est contre? Ah pardon, Valérie, pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu le clignotant. Valérie Bozert. Oui, je ne peux que regretter la confusion des genres. Donc je n'irai pas plus loin dans la polémique, mais en tout cas, je tiendrai à disposition des personnes qui le souhaitent ce que le département apporte à la commune de Villers-lès-Nancy, comme de l'ensemble des communes du département d'ailleurs. Il n'y a pas de régime de défaveur de cette commune. Et sur les investissements, je peux également répondre, puisque c'est un accord dans le cadre des contrats territoires solidaires passés avec la métropole en 2016. J'espère que ce débat se déplacera là où il doit se déplacer, au moment où il devra se déplacer. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, au rapport de Blandine Souvet, la charte d'engagement pour le prêt de tablettes numériques. Dans le cadre du nouveau règlement intérieur que nous avons adopté le 28 septembre dernier, le conseil municipal a exprimé le souhait de dématérialiser les documents de cette assemblée. Afin de faciliter ces dématérialisations, la ville a proposé aux élus une tablette numérique pour la durée du mandat. La présente charte a pour objet de préciser les conditions de mise à disposition et d'utilisation de ces tablettes. Alors nous avons une charte assez basique qui prévoit notamment que la tablette est équipée de deux logiciels et les conditions de restitution de la tablette en cas de démission ou autre. Voilà, c'est une charte, je crois, assez basique qui n'appelle pas d'observation, sauf si vous avez des questions. Merci. Pas de questions particulières pour le prêt de tablette numérique. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au rapport de Blandine Souvet, le recensement 2021 avec des agents recenseurs motivés, efficaces et puissants. Comme chaque année, la commune va devoir pratiquer le recensement de 8% environ du nombre total de logements villarois. La procédure de recensement de la population se déroulera du 28 janvier au 27 février.
et sera effectuée par 3 agents recenseurs pour la collecte et un coordonnateur communal pour le contrôle. Elle portera sur 602 logements, donc le nombre de logements par agent recenseur sera de 200 et le nombre de bulletins individuels environ de 300. Il appartient donc à la ville de fixer la rémunération des agents qui vont effectuer les opérations de collecte et de contrôle. De la même façon, il appartient au conseil municipal de déterminer si l'agent coordonnateur bénéficiera soit d'une décharge partielle de service et il gardera sa rémunération habituelle, soit un repos compensateur, soit des heures supplémentaires. Les dépenses sont partiellement compensées par une dotation forfaitaire de recensement versée par l'État d'un montant de 2 680 €. Il est demandé au conseil municipal de fixer la rémunération de chaque agent recenseur à 1 277 € au total. Vous avez le détail. Et l'agent contrôleur, 200 €. Le coût estimatif global est de 4 031 €. Le reste à charge de la commune, de 1 351 €. Merci. Pas de problème. On en assurera un suivi fin. Je continue de rester fasciné qu'en recensant 8% des logements, on sache de façon fine combien nous sommes sur les 92% qui restent. Mais après tout, faisons confiance à la technique. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante est au rapport de Blandine Souvet, la convention de partenariat avec Impact GL, mission facultative du centre de gestion 54. Quand on en revient au classique, ça nous ramène sur terre. Dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. À compter du 1er mai 2020, les collectivités doivent mettre en place un dispositif de signalement qui peut être saisi par toute personne s'estimant victime ou témoin d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement, d'agissement sexiste dans la fonction publique. Les objectifs de ce dispositif sont les suivants: recueillir les signalements, alerter les autorités compétentes, accompagner et protéger les victimes, traiter les faits. Impact GL propose une plateforme agréée à cet effet, respectant la réglementation liée au règlement général de la protection des données. Il s'agit d'un suivi individualisé, adapté et personnalisé pour la victime ou le témoin de violence, de discrimination, harcèlement ou agissement sexiste. Cette mission est assurée par une équipe de professionnels expertes dans leur domaine de compétences, psychologues du travail, conseillers RH et juristes. Pour bénéficier de ce service, une convention doit être signée. L'adhésion à cette convention unique est de 30 € et elle est remboursée à la première intervention de INPAC. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ainsi que les avenants le cas échéant. Merci Blandine. Des questions, des observations? Oui, Gilliane. Voilà. Donc nous avons plusieurs réserves à émettre au sujet de cette délibération. Donc j'en avais déjà fait part en commission. Donc on a bien eu la présentation de ce dispositif par Madame Atlas de la SPL Impact en commission. C'est un dispositif pour lequel il nous semble que c'est primordial de passer par une société extérieure, enfin par une SPL. Elle nous a par ailleurs signalé que justement ces signalements déjà reçus depuis le départ de ce dispositif qui date finalement de mai, donc qui est assez récent, sont majoritairement hiérarchiques. Donc c'est à cet égard qu'il y a quelque chose qui me gêne. C'est le fait que c'est ce
qui me gêne, c'est la liberté laissée aux collectivités de donner suite ou pas au devis. C'est-à-dire, je m'explique, donc on a un signalement d'un agent ou d'un fonctionnaire. On va avoir après, si la société Impact le juge acceptable, on a un envoi de devis à la collectivité qui, à ce moment-là, doit donner un avis sur ce devis pour qu'il y ait acceptation ou non et qu'il y ait accompagnement derrière. Donc, ce dont on voulait s'assurer ce soir auprès de vous, c'est premièrement, est-ce qu'on peut être assuré que les devis seront acceptés systématiquement ? D'autant que dans les textes qui accompagnent la mise en place de ce dispositif, il est stipulé que ce dispositif doit permettre la neutralité, l'impartialité, la confidentialité, l'indépendance, donc tout là on y est. Par contre, la rapidité aussi des signalements et des traitements de ces signalements. L'employeur public a une obligation de protection fonctionnelle de tous ses agents depuis très longtemps, donc c'est vraiment dans ce cadre-là que notre question s'inscrit aussi. Donc peut-on être assuré que les devis seront acceptés systématiquement? Ça entraîne une deuxième question aussi, question ou plutôt façon de voir les choses, il nous paraît important aussi qu'il y ait, par rapport à ce dispositif, une évaluation, un bilan qui soit fait puisqu'il est récent. Et donc ça découle de la question précédente aussi. Évaluation auprès de la collectivité, c'est prévu dans la charte qui accompagne ce dispositif, donc ça, ce sera fait. C'est prévu que ce soit indexé au rapport social, donc ça, ce sera fait aussi. Mais évaluation aussi auprès des agents pour s'assurer qu'on a un suivi qui est réalisé auprès d'eux. Évaluation enfin auprès de la SPL dans une perspective d'évolution du dispositif puis de co-construction pour le faire évoluer. Parce que là, on s'engage sur une convention de 6 ans, mais qu'on peut réduire au bout de 3 ans. Et puis, voilà, ces 2 points sont donc très importants pour nous permettre de voter pour cette délibération. Merci. Alors, en ce qui concerne le délai, le INPAC s'engage à répondre dans les 48 heures après avoir été saisi. En ce qui concerne le montant du devis, ça me paraît difficile de s'engager aujourd'hui sur une acceptation d'un devis hypothétique. On n'a pas l'intention de ne pas l'accepter, bien sûr. Mais je pense qu'il faut quand même que ça soit étudié au cas par cas. Et la troisième chose que vous vouliez demander, c'est le bilan, oui, le bilan annuel, le bilan. Donc, INPAC s'engage à faire un bilan annuel, donc qui sera bien sûr communiqué largement. Et donc, auprès des agents aussi les agents concernés, de toute façon, seront tenus au courant individuellement de leur dossier. Alors, je reviens, excusez-moi, sur mon questionnement qui est vraiment cette impartialité, la question de l'impartialité. Bien sûr, mais on ne peut pas communiquer les données d'un dossier confidentiel à l'ensemble des agents. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, je vais essayer de reformuler autrement. C'est vraiment cette acceptation du devis. On a un signalement qui est fait, la société Impact le juge recevable, un signalement qui est fait, la société Impact l'étudie, soit elle le juge recevable, soit elle ne le juge pas recevable. Si elle le juge recevable, à ce moment-là seulement, il y a édition d'un devis à l'égard de la collectivité. Et donc, on attend une décision de la collectivité à ce moment-là. Mon intervention, c'est dans le sens où, justement, au moment de cette décision, c'est gênant par rapport au décret, par rapport aux lois qui sont mises à côté, pour évoquer ce dispositif. C'est vraiment gênant qu'on ait la possibilité de dire oui ou non. Ça devrait aller de soi. Alors, sur ce sujet qui est très important, et je vous remercie l'une et l'autre d'ailleurs de l'avoir travaillé et d'y avoir réfléchi. Monsieur Folz, Maître Folz, vous voulez prendre la parole? Alors. Voilà, excusez-moi, monsieur le maire, juste une précision peut-être d'ordre, là encore, juridique. Sur cette question, et sans préjudice de ce que monsieur le maire pourrait dire dans quelques instants,
Il faut savoir que tout agent de la fonction publique, et essentiellement de la fonction publique territoriale, a ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, ce qui lui permet, et si dans l'hypothèse où il estimerait le refus de la mairie d'accepter le devis abusif, et dans ce cas-là, et dans ce cadre de la protection fonctionnelle, il pourrait saisir soit le tribunal administratif en contestant ce refus. Donc bien évidemment, il y a toujours, pour répondre à cette crainte qui paraît légitime, il y a toujours quelqu'un qui va contrôler le refus ou pas d'accepter un devis. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où il y aurait un devis qui serait émis. Et antérieurement, c'est tout l'intérêt de la SPL, c'est justement de faire une étude préalable avant de faire un devis pour savoir si cette dénonciation est une dénonciation qui est sérieuse ou pas. Parce que sans vouloir minimiser non plus, et c'est l'intérêt de personne, il se peut malheureusement qu'il y ait des dénonciations qui ne soient pas justifiées. Donc là encore, il y a ce double garde-fou, si vous me permettez, qui permet à l'agent d'avoir une sécurité et de se faire entendre si véritablement un jour il est victime de harcèlement. Donc je pense que, sans vouloir et sans préjudice de ce que pourrait dire Monsieur le maire, mais ça peut être aussi une des réponses qui peut être apportée à un agent qui se verrait refuser un devis. Je peux juste ajouter quelque chose. Oui. En fait, la société Impact ne fait que donner un avis quand elle a étudié le dossier. C'est la collectivité qui reste maître des suites à donner au dossier. Alors, merci à tous pour ce débat. D'abord, parce qu'il permet de mettre le doigt sur un sujet que, pour ma part, je n'avais pas vu. Deuxièmement, sur les éléments importants de protection qui sont apportés. Je vais essayer d'apporter un petit plus sur les éléments de protection qui sont apportés, parce que j'ai bien vu au détour de votre propos le sujet disant souvent ces questions-là sont des questions liées à la hiérarchie. Et donc, potentiellement, et l'interrogation a son poids et sa valeur, se dire, d'une part, qu'il y a conflit d'intérêts entre celui qui demande une enquête impartiale et qui peut actionner sur sa tarification, et se dire que peut-être cette même d'ailleurs personne pourrait se trouver parmi les personnes concernées. Il y a évidemment un sujet. Donc, moi, la proposition que je vous fais, parce que dans le même temps, la préoccupation de Blandine n'est pas tout à fait innocente et totalement louable. Nous sommes avec une société publique locale qui est extrêmement récente, qui n'a pas encore complètement, je dirais, pris sa place, trouvé son rythme de croisière en termes d'efficacité, y compris de tarification. Donc je ne suis pas totalement sûr par rapport à ça. On est bien obligé de regarder cette question-là. Donc ce que je vais m'engager à faire ce soir, on va me dire que c'est pas possible, je pense là-bas, mais je m'en fous. Ce que je vais m'engager à faire ce soir, c'est à vous dire que nous prendrons tous les devis sans les discuter, virgule. Et que s'il advenait que nous en ayons un à discuter, pour les raisons évoquées aussi, que je viens d'évoquer, nous prendrions la tâche d'un groupe excluant la hiérarchie potentiellement concernée, point 1. Et deuxièmement, incluant le groupe d'opposition, point 2, pour dire oui, ce devis est excessif ou non, vous devez y aller. Voilà ce qu'on fera. Parce que oui, je comprends, il y a potentialité de conflit d'intérêts, je le comprends très bien. Considérez qu'il y a peu de chances que ce groupe se réunisse jamais. Mais ça ne fait rien, je pense qu'il faut qu'on prenne cette sécurité-là, parce qu'effectivement, il y a un trou dans la raquette. Je suis d'accord. Si vous acceptez cet engagement, qui est un engagement solennel et sur un sujet extrêmement sérieux, qu'on ne peut pas laisser passer, qui est quelquefois
utilisé par certains, mais qui en tout cas doit être pris avec beaucoup de sérieux et qui vaut au mieux d'ailleurs une dénonciation de trop qu'une dénonciation de pas assez, moins grave. Voilà. Je vous propose de formuler comme ça. Et alors, on ne rectifie pas les choses, mais là, il y a des caméras partout ce soir. Si je manquais à cet engagement, et on verra comment on peut faire fonctionner ce dispositif-là. Et je pense que c'est très important, effectivement, qu'on se donne toutes les garanties pour ce sujet. Si vous en étiez d'accord, je le mets aux voix, et vraiment, je voudrais, indépendamment des échanges précédents, plutôt en tenant compte des échanges immédiatement précédents, qu'on puisse être unanime derrière cette démarche, ça me ferait. C'est pas que ça me ferait plaisir, c'est que ce serait un signe vis-à-vis des agents. Je le mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci particulièrement. Délibération 10, Blandine Souveille, qui était déjà très au travail hier avec le 1er novembre dans le cimetière. La voici avec le personnel territorial, la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, au vu de l'organigramme de la commune et après avis favorable de la commission des finances, le conseil municipal est appelé à modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. Filière technique, création d'un poste d'ingénieur en vue de remplacer le directeur des services techniques et création d'un poste de technicien en vue du recrutement d'un agent référent, agent de proximité au sein des services techniques. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à jour du tableau des effectifs. Merci. Des remarques, des questions? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La vigilance de nos services me rappelle que je n'ai pas fait approuver le compte-rendu du dernier conseil municipal. Nous n'avons pas reçu d'objection. Nous avons essayé de retranscrire, comme ça nous avait été demandé, la teneur, la substantifique moelle au moins des débats. S'il n'y a pas d'objection complémentaire, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Très bonne soirée écourtée par un couvre-feu qui n'existe plus, semble-t-il. En tout cas, j'ai lu des échanges intéressants entre l'ancien adjoint aux finances et Maître Fols. Donc apparemment, le couvre-feu de 21h n'existe plus, mais on l'avait fait pour ça. Je cherche s'il y a une date pour le prochain conseil. 16 décembre, voilà. À 14 décembre, ça change, qui dit mieux? 14 décembre, d'accord. Merci, bonne soirée.